Bonjour à tous, bienvenue à notre deuxième série du balado Au revoir. Aujourd'hui, je suis avec un invité que je suis très content de recevoir, Louis-Simon Lamontagne. Bonjour. Salut Louis-Simon, de la maison Efterio. Louis, tu es on va dire, une personne médiatiquement connue pour votre domaine. Tu as travaillé beaucoup dans les dernières années, disons, à démocratiser, expliquer et rendre peut-être votre domaine plus accessible. Oui. Je suis curieux de t'entendre sur le parcours des dernières années. Comment tu considères que tu as fait évoluer votre domaine dans les dernières années? Bien, c'est sûr que si on regarde, le domaine funéraire a toujours été relativement tabou et caché. Moi, j'ai toujours été ouvert à en parler publiquement. Ça remonte à, il y a déjà, dans les années 2000, une émission qui passait dans le village à Saint-Félix où j'habite, ça s'appelait « Ciel, ma banlieue ». Puis notre invité, en fait, l'artiste, c'était Ghislain Dufresne, qui est un gars de Saint-Félix. Puis là, il faisait visiter son village. Ils sont venus chez nous au salon, parce qu'on avait un petit musée. Fait que c'est là que j'ai commencé à en faire. Puis ça fait longtemps. Là. Ouais. Mais suite à ça, ben, à un moment donné, j'ai eu une demande pour la corporation quand j'étais sur le CA. Dès qu'il y avait des demandes d'entrevue ou des affaires un peu hors du cadre classique ou qui risquait d'être un peu humoristique, ben, c'est moi qu'on envoyait. On te prenait comme porte-parole hors standard. Oui, exactement. Okay. On peut voir ça comme ça. Puis, en 2016, on m'a demandé d'aller faire une entrevue avec Anne Dorval et Marc Labrèche à Radio-Canada. OK, on se doute. Honnêtement, j'y allais du reculon. Je me disais, ces deux personnes-là ont une complicité et une répartie que s'ils décident de déraper, je peux pas ramener. Là. Ça peut aller très loin. Oui, mais ça s'est très, très bien passé. Je suis arrivé là et il y avait un respect pour le métier. Ils ont fait des petites jokes, mais que j'étais capable de répondre. Tout ça, fait que ça a vraiment bien eu une belle entrevue. Puis, ce que j'ai su par après, là, après coup, c'est qu'il y a des gens de chez Pixcom qui l'ont entendu. Puis que là, ils ont fait comme... Il y avait le projet de faire un docu-réalité sur le monde funéraire. Fait que là, ils ont fait comme... C'est lui qu'on veut. J'ai été contacté. Moi, j'ai pas couru après ça. J'ai reçu un téléphone. On veut te rencontrer. Je suis arrivé là. Je rentre dans le bureau. C'est Charles Lafortune qui est là, qui est un des producteurs exécutifs chez Pixcom. Je savais même pas que c'est lui que j'allais voir. Et je me suis retrouvé l'année d'après à faire le tournage de la série qui est devenue Les Croque-Morts, une série docu-réalité qui était à moi et compagnie en 2018. Au départ, même moi, là, j'étais comme, non, tu peux pas appeler ça les croque-morts. On n'aime pas ça, ce terme-là. Rajoute au pire profession thanatologue, mais le diffuseur n'a jamais voulu, c'était ça, eux autres voulaient ça. Et de là où j'ai vu le changement, c'est que je l'ai vu d'abord sur moi. Tu regardes comment que je suis habillé, là. Tu sais, veston mauve, des jeans, running. Avant, jamais j'aurais représenter le domaine ou même travailler. Mais comment je t'habille là, je vais travailler comme ça. Je reçois les familles comme ça. Et quand j'ai commencé ça, parce que là, je suis devenu un peu le croque-mort coloré, si on veut, à cause de l'émission, là, avant même que je me permette ça. Ouais. Mais là, j'ai commencé en recevant les familles habillées plus relax. Ils me disaient, tu sais, souvent, là, les familles arrivent chez nous, sont en détresse. Ils ont veillé la personne 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Ils n'arrivent pas frais comme une rose, là. Ils arrivent souvent, là, ils ont encore le même coton ouaté depuis 3 jours parce que là, ils veulent régler ça là, même s'ils n'ont pas dormi. Pis ça. Ils vivent un moment difficile en même temps. Exactement. Fait que là, ils arrivent puis ils font comme, hey, à la fin, là, ils me disent, sais-tu quoi? On s'est senti tellement à l'aise. On avait peur d'avoir un habit-cravate guindé, là, un genre de banquier, là, puis on s'est senti bien à l'aise, puis on s'est senti comme quelqu'un qu'on connaissait, puis c'était pas intimidant. Fait que c'est là que j'ai commencé à faire, ah ouais, ben ça va. Quand j'ai commencé à entendre ça, ça a fait comme, ça va devenir mon uniforme de travail. Pas pour faire des funérailles, mais vraiment pour, quand on reçoit les familles, qu'ils nous voient plus accessibles et non comme derrière un bureau avec une cravate, chemise blanche, tout ça. En même temps, j'ai l'âge pour. Fait que de fil en aiguille, ben, j'ai été amené à faire plein d'émissions. J'étais assez quoi de temps en temps le matin à Montréal. Il y a du monde à la messe. J'ai fait Salut, bonjour. J'en ai fait plein. Puis, le terme croque-mort, je me le suis approprié. Ben, pas approprié à moi, mais je l'ai apprivoisé. Ce qui fait qu'aujourd'hui... Démocratisé un peu, d'une certaine façon. Fait que le terme que je détestais, ben aujourd'hui, même ma plaque de char, c'est écrit croque-mort. Tu sais. Je veux dire, c'est pas péjoratif. C'est pas péjoratif. Absolument. J'aime qu'on m'ait affublé d'être le croque-mort coloré. Ouais. Puis justement, de faire des choses un peu pas comme les autres. Louis-Simon, tu te décrivais comme étant un peu le croque-mort, expression que tu prenais, mais plus coloré.
On est dans une industrie, justement, qu'on ne dirait pas qui est conservatrice, mais dans laquelle il y a certains rites qu'on essaie de garder. On essaie de garder, évidemment, un énorme respect à travers les familles. Tu disais aussi que ton approche a quand même beaucoup changé, c'est-à-dire peut-être un habillement qui est plus décontracté pour avoir un contact un peu plus direct. Il y a moins ce côté-là corporatif peut-être qui entre en ligne de compte. Fait que je comprends que le consommateur est prêt, que les familles sont prêtes. Est-ce que c'est la même chose pour le reste de l'industrie, par contre? Clairement pas. Clairement pas, parce que encore au congrès cette année, j'expliquais à des confrères qui ont mon âge, là, de ma génération, que moi, je travaille comme ça quand je reçois les familles. Ouais. Pas pour les funérailles. Il y a un décorum pour des funérailles. Absolument. C'est l'habit noir, la chemise blanche. Ça, il n'y a pas de problème. Mais que dans le day-to-day, je suis comme ça. Running shoe. Je me base même sur le maire de Québec, qui est tout le temps running shoe. Tout ça. Fait que je me dis, c'est le genre de personnalité que si on a le droit de le faire, moi aussi. À l'époque, Barack Obama faisait des conférences de presse, pas de cravate. Moi, ça, j'ai commencé de même. Je me dis, si lui a le droit, j'ai le droit. Ouais. Fait que je travaillais pas de cravate, sauf pour les funérailles. Et quand je parle à des gens du domaine funéraire qui ont mon âge, puis qui me disent « Hein, tu fais ça? Mais là, ça n'a pas d'allure de travailler en jeans. » Je ne dis pas que c'est des jeans troués. Là, non, absolument pas. Ben non. Des jeans propres, puis chemise, veston, running shoe propre. Justement, les gens se sentent à l'aise. Mais je pense pas que le domaine est rendu là. Je me considère vraiment comme le mouton noir et je me le suis fait dire régulièrement. Quand j'ai eu mon émission de télé, il y a eu un temps là, qu'à la corporation, là, j'étais persona non grata là, parce que là, je disais et je montrais des choses qu'il y en a qui étaient très à l'aise, qui aimaient ça, mais il y en a quelques-uns là, qui n'aimaient vraiment pas ce que je faisais. Là. Considères-tu justement que votre domaine devrait être beaucoup plus démocratisé, beaucoup plus connu? Tu sais, pendant des années, il y a quand même eu cette notion-là avec votre domaine, l'Église, tout était relativement fermé. On s'entend, là, c'était peu accessible, c'était quelques personnes qui avaient accès à ça. On est en 2025. Sommes-nous rendus, selon ton point de vue à toi, à justement ouvrir les portes? Tout à fait. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs dans le but que je l'ai fait, moi, en 2018, puis que je le fais encore des fois. Mais là, l'Église a pu... Je ne veux pas dire qu'elle n'a plus rapport dans le funéraire, je ne veux pas froisser personne, mais l'Église et le funéraire, il faut les détacher. Ouais. C'est que le pourquoi qu'il y a eu beaucoup moins de rituels dans les 20 dernières années, c'est que les gens ont voulu rejeter un peu la religion, puis nous autres, parce qu'on était trop rattachés, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain, on est parti avec. Ouais. Et là, on est en train de travailler avec la génération suivante que ça prend des rituels, mais pas nécessairement religieux. Et c'est là qu'on est rendu, avec des célébrations laïques, avec des célébrations dans des endroits qui ont même pas c'est même pas des églises, puis souvent même pas dans des salons funéraires. Moi, j'ai déjà loué le musée d'art de Joliette pour faire des funérailles, pour faire une célébration de la vie. Fait que tout se fait, mais il faut avoir l'ouverture. Puis moi, je dirais pas que les gens savent ce qu'ils veulent, il faut les écouter. C'est que les gens savent pas ce qu'ils veulent. Je dis pas qu'il faut leur pousser des choses qu'ils n'ont pas besoin. Mais les gens arrivent puis ils n'ont jamais fait ça, des funérailles. En moyenne, une personne va organiser 2 fois des funérailles dans sa vie à un intervalle d'à peu près 7 ans. Ça, c'est une moyenne. Ouais. Donc, ils ne connaissent pas ça. Je compare toujours avec acheter un voyage ou acheter une voiture. À un moment donné, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Fait qu'on a de l'expérience. Dans le funéraire, les gens n'ont pas cette expérience-là. Donc, de pouvoir leur prouver, leur démontrer tout ce qui est possible de faire et de nous avoir l'ouverture de leur proposer des choses qui sortent du cadre. C'est ça qui est intéressant aussi. Tu considères-tu un peu que cette approche-là, plus en proximité, va mettre les gens un peu plus à l'aise, à aller un peu plus loin dans ces demandes-là, à peut-être moins maintenir le décorum classique? Ben oui. J'ai déjà transformé un salon en discothèque. Avoir un skidoo dans le salon, avoir une moto dans le salon, à côté du cercueil, j'ai fait ça. Moi, blague à part, j'ai une collection de corbières anciens, j'en ai 3. Et j'ai même un qui c'est la réplique exacte du corbière SOS Fantôme, le lecteur. De Ghostbuster, qu'on a tous connu. Quand j'ai acheté cette voiture-là, c'était plus un kick pour moi. Là. Mais une fois, je me suis fait demander, une première fois, de l'utiliser sur des funérailles, parce qu'à la base, c'est un corbière. J'ai dit oui. Pourquoi pas? Puis c'était une famille qui avait perdu le défunt, c'était un jeune homme dans la trentaine, accident. Tu sais, la famille vivait un drame. Puis à la fin, là, quand je les ai revus, ils m'ont dit « Wow, ça pouvait pas être plus beau. » Puis ils m'en parlaient avec un sourire. Je peux pas enlever leur peine. Je peux pas éliminer ce qu'ils ont vécu. Mais si au moins, quand ils repensent aux funérailles de leur fils, quand ils pensent à ce moment-là, ça leur amène un sourire, ça vient atténuer la peine. Moi, mon travail est fait, là.
Tu considères-tu que la personnalisation, justement, des funérailles, puis de peut-être plus accepter qu'à l'époque, ou peut-être ouvrir du moins cette porte-là pour que les familles demandent plus, selon ton point de vue, ça lui permet-tu de mieux gérer le deuil ou de faire en sorte qu'ils ont l'impression qu'ils ont peut-être plus rendu, je dirais pas honneur ou rendu hommage à cette personne-là? Ce que j'entends souvent quand on fait une personnalisation, puis souvent très élaborée, là, ça va être « Ah, ça leur ressemblait. Ah, ça, il aurait aimé ça. » Ou « Elle aurait aimé ça. » Puis moi, comme je dis, c'est que je pense pas que ça peut pas enlever leur peine. Non, c'est pas ça le but. Mais si ça peut faire en sorte que quand ils repensent aux funérailles, c'est un souvenir, c'est un beau souvenir, puis ça lui amène un petit sourire en coin, ah là, je fais comme « Wow, là, j'ai réussi. » Autre question à travers ça, mais on se rend jusqu'où là-dedans? Parce qu'à un moment donné, c'est bien beau faire de la personnalisation, mais jusqu'où on peut aller? Y a-t-il un certain moment où tu te dis, là, à partir de ce moment-là, moi, je ne pourrais pas aller plus loin? J'ai toujours dit en joke là, que le jour où quelqu'un va m'arriver et ils vont me dire « Ouais, mais lui, il était naturiste, fait qu'on veut que les funérailles soient tout nus. » Non. Okay, ça, c'est la joke que je dis tout le temps, mais en réalité, c'est tant que ça se fait dans un cadre légal. Absolument. Je veux dire, tant qu'on est dans la légalité. Et dans le respect. Et dans le respect du défunt. Puis là, le respect du défunt, ça devient relatif parce que pour la famille, de faire quelque chose qui pourrait être pour moi trop dépassé, aller trop loin, mais pour la famille, ben, c'est le respect du défunt. C'est ça qu'on veut. Fait que le Québec a quand même, dans la nouvelle loi, amené certaines balises. Parce qu'il y a quelques années, il y a une dizaine d'années aux États-Unis, ils ont commencé à faire des expositions de défunts sans cercueil, debout, sur une moto, assis à une table. Là, puis là, on s'est tous dit, hey, on s'en va pas vraiment là, parce que ça devient aussi une gestion. Oui, absolument. Puis finalement, le gouvernement du Québec, quand ils ont fait la nouvelle loi en 2019, ils ont intégré le fait qu'un défunt doit être exposé en cercueil. Okay. Fait que déjà, ça a éliminé un peu ça, parce que c'est là où le respect du défunt, le respect du défunt est relatif. Pour nous, ça peut être aller trop loin, mais la famille le voit pas de la même façon. Ouais. Fait que c'est là aussi où faut. Fait que la ligne est là maintenant. Là. Fait qu'il y a une certaine ligne qui est tracée actuellement. Oui. Je me permets d'aller sur un côté plus personnel. On a beaucoup parlé, disons, de ta place au niveau public, mais il y a aussi l'entreprise familiale derrière tout ça quand même. Gars coloré, comment une personne aussi verbale que toi, aussi colorée justement, se ramasse dans l'entreprise familiale, puis dans une entreprise familiale où beaucoup de gens de l'extérieur vont se dire hey, « les services funéraires, mais comment tu atterris là justement, puis comment tu décides de prendre la relève? » Ben moi, j'ai un peu comme beaucoup dans notre domaine, c'est une entreprise familiale, puis je suis tombé dedans quand j'étais petit. Absolument. On habitait à l'époque en haut du salon funéraire, c'était encore ça. La chose aussi, c'est que ben moi, je suis fils unique et petit-fils unique. Je ne l'ai pas pris parce que j'étais forcé, mais j'aime ça. J'aime ce que je fais. Mais le fait d'être coloré aussi, je l'ai toujours été, mais je ne l'étais pas dans mon métier. Et depuis les dernières années, puis tu sais, c'est toujours de dépasser, d'aller une petite coche plus loin à chaque fois, puis de voir qu'est-ce qui est accepté. Je ne suis pas devenu comme ça du jour au lendemain. Ouais. J'ai commencé avec un ami qui avait une salle de spectacle à Berthier, que lui, il disait, hey, on va. À tous les gros noms qui arrivaient, comme à un moment donné, c'était Mike Ward, il dit, hey, on va appeler ça la série Mort de rire Efterio Incorporé. Bon, moi, j'ai dit oui parce qu'en plus, la salle de spectacle était dans le même cours que mon compétiteur. Ouais. Je trouvais ça très drôle. Ouais. Fait que, on a fait ça. Et ça a fait boule de neige. Et là, le monde m'en parlait. Hey, c'est bon ton affaire. Est-ce que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire dans les années 90? Non. Probablement pas. Mais on a commencé ça en 2012-13 à peu près. On a fait ça pendant quelques années. Ben, ça a fonctionné. Et les gens en parlaient, puis ils trouvaient ça drôle. Et ils disaient, c'est une belle façon de faire connaître ton métier. Même les humoristes qui passaient en parlaient. Ouais. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, c'est accepté, c'est le fun. Après ça, je suis allé vers des publicités. Comme par exemple, on en a mis une quand on est arrivé à Joliette, on a ouvert le complexe de Joliette en 2017. Sur les derrières d'autobus, c'était écrit « Ne textez pas au volant car vous pourriez devenir notre client ». C'était on tirait à pile ou face. Est-ce que ça va bien passer? Et là, le monde venait chez nous et il nous disait hey, honnêtement, là, je viens ici, pas tout le monde, mais j'ai eu ça. Je viens ici parce que j'ai vu ta pub sur l'autobus, j'ai trouvé ça wow. Non seulement ça fait réfléchir, pour les jeunes, ça leur fait penser justement que regarde ce qui peut arriver, puis en même temps, ben, tu sais, second degré, c'est drôle. Fait que ça m'a amené une certaine clientèle. Puis cette publicité-là a tellement fonctionné que quand on l'a mis sur les réseaux sociaux, la photo de l'autobus, elle a été repartagée par la SAAQ elle-même. Ah ouais. Dans les heures suivantes, j'ai eu pour un salon funéraire de région 250 000 vues pour cette publication-là et qui était justement la SAAQ leur partage en disant « Voici un salon funéraire qui sait comment faire passer le message avec une pointe d'humour. » C'était comme, je ne pouvais pas demander mieux. Là. C'est là où c'est hyper intéressant parce que justement, comme c'est un domaine où il y a
certaines méthodes où on reprend souvent, on va dire, les rythmes et les méthodes qui sont en place, ou faire des petits éléments, un peu comme tu dis, qui parfois font juste sortir du cadre. On pousse un petit peu, ben là, ça peut nous donner une visibilité incroyable ou au final, ça peut nous faire sortir du lot. Je suis chanceux parce que j'ai jamais dépassé une ligne qui m'a nuit. Ouais. Mais j'ai un compétiteur à un moment donné il a demandé probablement à son département de marketing, regarde ces pubs à lui, je veux de quoi qu'il va fesser dans ce genre-là. Mais il n'est pas été à la bonne place. C'était des pubs genre un gâteau de fête d'un enfant avec un an en écrivant « Il n'y a pas d'âge pour faire ses préarrangements ». Tu ne mélanges pas les enfants puis le funéraire. Un autre, c'était un clown full coloré. Puis ça disait « Moi qui a dit qu'il ne voulait pas de fluff-là ». Puis cette personne-là s'était fait un peu ramasser sur ses publicités. Fait que c'est là où je me considère chanceux. Je n'ai pas dépassé la ligne, mais j'en ai vu d'autres le faire. Comment un gars comme toi, justement, qui est toujours un peu dans cette nouveauté-là, qui est en train de, qui veut toujours repousser un peu cette limite-là, comment on fait évoluer une entreprise familiale? Parce que mine de rien, toi, tu arrives, j'imagine que tu as une vision aussi qui peut changer de ce qui s'est fait avant. Comment tu fais évoluer ça? Bien, c'est très long. Je veux dire, ça dépend aussi de la clientèle. Parce que oui, la faire évoluer, sauf que ça prend la clientèle qui a l'ouverture. Fait que des fois, on fait quelque chose, puis plus on le fait une fois, on le fait 2 fois. Puis là, ça devient que tranquillement, c'est les familles qui demandent « Hey, j'ai vu telle affaire que vous avez faite pour telle... » ou « J'ai entendu parler de telle affaire. Je voudrais quelque chose dans ce genre-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? » Puis là, il faut qu'on aille aussi l'information. Fait que de là à dire comment je fais, c'est plus... Ça vient à moi. Plus que moi, je le pousse. C'est bon, ma personnalité, ma façon de travailler, ça c'est moi. Mais la possibilité de le faire, il faut que ça vienne des familles. Les premières fois, là, des fois, j'accrochais sur une petite information que la famille me parlait. Puis là, je me servais de ça, puis je disais, est-ce que vous me donnez du lousse? Voulez-vous quelque chose de spécial? Puis souvent, je ne le dis pas. Je veux lui garder une surprise. Pourquoi l'effet de surprise? C'est ce qui fait qu'ils vont arriver dans le salon au pire moment de leur vie, que c'est leur enfant, parce qu'on ne se cachera pas que malheureusement, quand c'est des plus jeunes, il y a plus de possibilités à faire de la personnalisation plus grande. Et que quand je leur dis ça, puis qu'ils arrivent dans le salon, là, ils voient leur enfant dans le cercueil, qui est la pire affaire qu'un parent ne peut pas vivre, mais que là, ce qu'il y a autour fait en sorte que malgré tout... Il y a un petit peu de lumière autour. Il se décroche un petit sourire en coin, malgré toute la peine. Absolument. Fait que c'est là où, moi, ce que je veux, c'est ce petit sourire en coin-là que je vais aller le chercher pour que ça lui crée un beau souvenir. On parle de personnalisation. Vous avez lancé un produit qui s'appelle Chansons sont vivants. Oui. Le concept de laisser une chanson, en réalité, en héritage. Hyper curieux que tu me parles de ça. C'est comment on arrive à ce concept-là? Puis... En Chansons de son vivant, c'est un auteur, compositeur, interprète de ma région qui est venu me voir, qui a cogné à ma porte et qui m'a dit j'ai une idée, j'aimerais ça faire ça. C'est pas quelque chose... En fait, il y a 2 possibilités. Une personne qui fait un préarrangement peut prendre ce service-là. Et c'est pas l'IA, là. C'est pas quelque chose fait par intelligence artificielle en quelques jours. Ça prend à peu près 8 semaines à avoir la chanson. Fait que c'est sûr qu'on ne l'a pas pour les funérailles. Mais c'est un vrai compositeur, auteur, compositeur, interprète, des vrais musiciens, des vrais chanteurs qui font ça en studio. C'est de qualité professionnelle. Ça vient avec un livret parce qu'il y a 2 rencontres de quelques heures pour la composition. Pour comment monter un peu là, la chanson. Puis la chanson va être autant personnalisée, par exemple, que le type de musique utilisée. Oui. Ça peut être quelque chose de country, de classique, de plus style Beatles, de plus style... n'importe quoi. Tout est possible. Fait que c'est fait pour que ça soit le reflet de la personne, tout à son fait. énergie, son histoire, de ce qu'elle était. Fait que ça peut être fait, soit la famille achète le service suite au décès, puis ils reçoivent la chanson. Ça peut prendre 2 à 3 mois. Oui. Ou si c'est fait avant, par exemple, une personne qui sait qu'il va avoir l'aide médicale à mourir ou qui a un pronostic peut la faire préparer et qu'à ce moment-là, elle est utilisée au funérailles. Mais depuis qu'on a... c'est tout nouveau. Puis c'est sûr que c'est pas un service qu'on peut... J'ai une personne qui fait ça. Il peut en faire 8 à 10 par année, pas plus. Puis, c'est aussi, on est 3 maisons funéraires présentement au Québec. Il y a moi, puis il y a 2 amis qu'il rencontre sous peu pour offrir ce service-là. Fait que c'est quelque chose de vrai. C'est tout à fait nouveau, là. Oui, ça peut se faire par l'intelligence artificielle, mais ce ne sera jamais comme une vraie chanson qui est pensée, composée. Avec le temps accordé à comprendre, à être empathique aussi avec cette personne-là. Parce que Guillaume Regaudy, qui est notre artiste,
Il vient s'asseoir avec la famille, il va les rencontrer à la maison ou dans un endroit qui est cher à la personne. Il y a tout ce côté-là humain. Il veut comprendre l'atmosphère de cette personne-là, il veut comprendre tout ce qui est autour pour que la chanson soit le plus représentatif possible. Et ça, c'est quelque chose qui est inédit, là, ça n'existe pas. Je veux t'amener sur le côté de ton héritage parce qu'il y a un point important. Ton grand-père il a reçu à l'époque un titre honorifique de la communauté Atikamekw. Puis oui. Vous entretenez toujours, en fait, des liens forts avec Manoine. Je veux que tu me parles un peu de ça. Oui, la communauté Atikamekw, mon grand-père était le premier et le seul directeur de funérailles à aller là à partir de 1960, quand la route a été faite. Même qu'en 60, la route n'était pas encore faite, il allait en hydravion s'occuper des défunts. En 2008, un an avant son décès, il était le premier blanc alloctone à recevoir la plume d'aigle, qui était la plus haute distinction Atikamekw. Je vais dire autochtone, mais Atikamekw, certain, que c'était le premier. Et il l'a reçu au Powwow de Manoine en 2008, avec toutes les distinctions, tout ça. Fait qu'on a toujours perpétué ça. Puis, ironiquement, je suis heureux de dire qu'à un moment donné, on s'est trompé. Puis j'aime ça le dire parce qu'on parle beaucoup depuis 4-5 ans de la réconciliation. La réconciliation. Oui. Moi, je dis, il faut passer par la compréhension. Absolument. Avant la réconciliation. Absolument. Parce que, c'est pour ça que je me cache même pas de le dire, en 2016, à un moment donné, du jour au lendemain, après 56 ans qu'ils viennent juste chez nous, ils se mettent à aller ailleurs. Puis là, c'est 1. Là, voyons. Bon, ça se peut. 2, 3. Il y a eu à peu près une douzaine de décès qui sont allés ailleurs, dans un autre salon funéraire, en un an. Puis là, à un moment donné, j'ai fait comme, là, je veux comprendre qu'est-ce qu'on a fait. Donc, je n'ai pas demandé qu'ils viennent me voir. Je suis monté à Manoine, rencontrer le conseil de bande pour savoir, tu sais, après 56 ans, pourquoi du jour au lendemain. Puis, tu sais, vous ne nous avez jamais rien dit. Parce que, faut comprendre une chose, c'est que les Atikamekw, quand ils viennent faire une rencontre d'arrangement funéraire, les Alloctones, on va être 2, 3. Quand ils sont 4 personnes, c'est beaucoup. Les Autochtones, ils peuvent être 80, faire la rencontre. Puis à l'époque, le bureau était petit. Puis là, à un moment donné, il y a eu 2 personnes qui ont perdu connaissance dans un laps de temps assez court, en dedans de quelques mois, dans le bureau, parce que là, il faisait chaud, puis il y avait beaucoup de monde. Fait que là, on a dit, pouvez-vous venir moins? Venez moins. Venez pas plus que 10. Pas plus que 10. Puis c'est là qu'ils ont commencé à aller ailleurs. Fait que là, ils ont dit, c'est que ça brime notre tradition. Fait que j'ai dit, parfait. Et c'est là que, pour moi, c'est important, la compréhension. C'est que là, on avait juste dit ça en disant, ben, eux autres, ils descendent, puis ils descendent juste pour être là, puis ça leur fait, tu sais, c'est comme une activité, puis ça, sans comprendre. Et là, quand ils nous ont expliqué, nous, c'est la communauté qui est importante. C'est l'entraide. Tout le monde est là pour soutenir tout le monde. Fait que quand ils descendent, puis ils sont plusieurs, c'est parce qu'ils sont là en support pour la famille, et en plus, c'est que là-bas, à toutes les fois qu'il y a un défunt, ben, ils passent le chapeau. Puis tout le monde donne ce qu'ils peuvent, puis c'est ce qui aide à payer les funérailles. Si on leur dit qu'ils ne peuvent pas venir une grosse gang, ben, on vient de leur enlever ça. Absolument. Fait que j'ai dit parfait. Maintenant que je comprends, à partir de ce moment-là, les rencontres se font plus dans un bureau, mais on utilise la chapelle. Fait qu'on met une table en avant où la famille est assise avec le conseiller et il y a 80 places. Tout le monde peut s'asseoir dans la chapelle, assister à la rencontre. Fait que là, on a changé ça. Puis, à partir de là, ils ont commencé à revenir chez nous. Ils sont restés à 100%. On parle justement beaucoup, comme tu le disais, dans les dernières années, de l'importance de préserver la culture des Premières Nations, que ce soit la langue, les rites et autres. Comment on mixe les deux? Parce qu'il y a tout de même la présence d'une culture qui est là, oui. Puis il y a la présence du rythme funéraire un peu plus comme on le connaît. Comment on mixe les deux, justement, pour que ça soit bien adapté? Bien, c'est assez simple parce qu'on parlait de la personnalisation. Ça revient un peu à la même chose. 100%. C'est qu'on personnalise pour les Premières Nations, pour les Autochtones. Par exemple, ce qu'on a fait aussi en 2016, c'est qu'il y avait un cercueil à l'époque qui existait, qui s'appelait le Native, qui était fait avec un intérieur en motif Navajo. Il y en avait une compagnie au Québec qui le faisait. Moi, je suis allé les voir, j'ai dit, je t'offre mon showroom à 100%, une exclusivité, il y a juste tes produits qui rentrent, mais en échange, ce produit-là, je veux que dans l'Anaudière, j'ai l'exclusivité à 100%. Personne d'autre peut l'avoir dans l'Anaudière. Ils ont dit oui, j'ai l'exclusivité de 5 ans. Fait que ça aussi, tu sais, là, je leur ai montré, regarde, je prends de place dans ma salle de montre pour un cercueil qui est juste pour vous autres. Oui. Là, ils ont aimé ça. Puis après ça, quand c'est le temps de faire les rituels, eux autres, il y a des chants, il y a plein de choses. Il faut dire une chose, c'est que
nous, Manoine, ils exposent dans les maisons privées. On va porter les défunts vraiment un peu comme ça se passait jusque dans les années 50 pour directement les Allochtones, chez la personne. Chez la personne, puis est exposé là. Puis aussi, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'eux autres, dans la force de la communauté, dans l'esprit de communauté, c'est que la maison du défunt, c'est là qui est exposée. Et un des voisins, c'est la maison qui reçoit. Fait que les gens vont pour le défunt dans la maison, puis ils vont à l'autre maison pour manger. Chez le voisin pour se voir. Puis ça, c'est toujours comme ça. Puis ça dure 3 jours. C'est vraiment, eux autres sont comme nous autres, on était. Oui. Le rituel funéraire, ils ont encore un grand respect pour le défunt. Je ne dis pas que les Allochtones n'ont pas, mais les Autochtones... Mais ça a changé, disons, ça dans a la changé. vitesse. Les vitesses ont changé. Eux autres, là-bas, ils prennent encore le temps de se poser quand il y a un défunt et de s'arrêter pour vivre le deuil. Mais maintenant aussi, on expose beaucoup, par exemple, nous, à Saint-Félix-de-Valois ou à Joliette, parce qu'il y en a beaucoup qui vivent hors territoire, hors réserve. Fait que quand ils viennent, puis où il y a des gens qui ne peuvent pas monter, parce que quand même, 2h30, 3 heures de route se rendre à Manoine, donc 87 km de chemin de bois, là. Non, pas asphalté. Fait que c'est pas tout le monde qui remonte toujours. Fait qu'on expose. Puis quand on expose dans nos salons, mais ils ont leur champ, fait que c'est pas compliqué de mixer ça, là. Je veux dire, ça devient comme une personnalité. Mais comme tu dis, ça revient à cette notion-là d'écoute que tu parles depuis tantôt. Tu sais, au final, il faut comprendre. Oui. Avant, parce que c'est bien beau de dire on se réconcilie, on se serre la main, on est réconcilié. Mais si on n'a pas pris le temps de comprendre absolument. Le pourquoi que toi, tu es comme ça puis que moi, je suis comme ça, si on n'a pas pris le temps de comprendre, la réconciliation, qu'est-ce qu'elle vaut? On parle de Premières Nations. Au début du balado, on parlait du côté médiatique. Quand on mêle les deux, on se rappellera tous d'un drame qui s'est passé il y a quelques années maintenant. On va parler de Joyce Echaquan. C'est une défunte qui a été chez vous. Oui. Une situation probablement hautement complexe. Comment on gère ça? Quand on rentre dans plein de choses en même temps, Première Nation, dossier médiatique, comment on gère toute cette complexité-là en même temps? En fait, au niveau du défunt, on gère la famille avec la même écoute, puis ça, on veut le préserver, c'est toujours la même chose. On faut en prendre soin avec respect, avec empathie. Fait que ça, c'est une chose. C'est toujours le autour qui devient compliqué. À l'époque, on était en plus en pandémie, avec des limites de 25 personnes. Fait que, veut pas, quand Joyce était exposé, on l'a exposé une journée à Saint-Félix avant de l'amener à Manoine. Il y a eu du monde. J'ai eu jusqu'à la ministre à l'époque des Affaires autochtones qui était là. Puis là, un moment donné, j'arrive, je rouvre la porte, je dis j'ai une place. Mais là, c'est son garde du corps. Fait que là, je reconnais la plaque et je dis OK. Puis là, et madame. Fait que je fais comme OK. Fait que là, il fallait j'attendre qu'il y en ait d'autres qui sortent pour qu'eux autres puissent. Tu sais, il y a eu tout cet aspect-là. En plus qu'on avait les médias qui étaient sur place. Fait qu'on a fait venir Jimmy, qui est notre responsable, en fait, de plein de monde dans le funéraire, qui s'occupe de nous aider quand il y a des événements médiatiques. Fait qu'il était sur place pour gérer les médias, s'occuper qu'ils ne viennent pas à déranger la famille, puis que tout soit fait dans le respect. Fait que on s'entoure de gens, puis que ce soit pour les funérailles de Joyce, que ce soit pour peu importe l'événement, que ce qu'on a à gérer, l'important, c'est de s'entourer de gens qui ont les bonnes compétences, que ce soit autant un comptable, un avocat, un spécialiste en relations médias. Un fournisseur pour les cercueils. Exactement. C'est de s'entourer des personnes qui ont les bonnes compétences puis de ne pas vouloir toujours tout faire nous autres mêmes. 100%. On a parlé beaucoup de beaucoup de choses. On a parlé de la télé, on a parlé d'innovation, de situations extrêmement complexes comme celle qu'il y a eu avec Joyce. Qu'est-ce qui, à travers tout ça, t'anime le plus maintenant? Moi, c'est de faire du bien aux familles. Dans le pire moment de leur vie, qu'eux autres, ils ne voient pas de lumière, ils voient juste du noir. Puis de moi, j'arrive puis je réussis à leur arriver avec une petite étincelle là, qui va rallumer un peu la famille et qui va faire en sorte qu'ils passent au travers. On ne peut pas faire leur deuil à leur place. On ne peut pas les amener dans tout le processus du deuil qui va durer des années. Mm-hmm. Mais si ce que nous, on fait, ça peut faire en sorte qu'ils entament leur deuil de façon qui va rendre leur deuil plus facile. Je ne dis pas le plus facile, je ne dis pas facile, mais le faciliter ou l'adoucir un peu. Moi, c'est ce qui m'anime. Ce que je trouve difficile depuis le décès de ma mère, qui est décédée il y a 6 ans, c'est que maintenant que je suis à la tête de l'entreprise, il faut que je gère toute l'entreprise. Puis, si je pouvais, là, moi, je dirais non, je reste juste à m'occuper
m'occuper des familles. Parce qu'au final, il y a ce côté-là. On devient aussi gestionnaire. Oui. On quitte un peu les opérations, disons, de proximité avec les familles, mais à un moment donné... Ben moi, c'est ça que j'aime, c'est m'occuper des familles. Mais même dans ma gestion, quand c'est le temps d'avoir des projets ou quelque chose, le but est toujours de prendre soin des familles. C'est comme si on les mettait dans une petite boule de watt quand ils arrivent. Puis là, on prend cette boule-là et on essaie de les amener le plus loin possible dans leur deuil. Si j'avais à vous souhaiter quelque chose pour votre industrie pour les prochaines années, ça serait quoi? Je ne sais pas, parce que même moi, je suppose que l'industrie s'en va. Des fois, je me demande est-ce qu'on va devenir un peu comme le modèle de la France. Un jour, même les complexes funéraires qu'on a vont devenir dépassés. Ça ne peut pas toujours rester un statu quo, peu importe. On le sait, depuis toujours, il n'y en a jamais eu. Fait qu'est-ce qu'on va devenir un modèle comme en Europe, comme en France, qu'on va devenir plus des boutiques puis après ça, on loue des salles et on gère des choses un peu comme des organisateurs de mariage. Absolument. Tu sais, c'est quelque chose que je garde en tête. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais de statu quo puis il n'y a jamais rien de permanent. Mais en même temps, avec la personnification, c'est tranquillement ça qui arrive quand même, au sens où les familles vont vous demander des éléments qui sont tellement personnalisés que vous vous retrouvez beaucoup plus à être organisateur sur des éléments externes que ça devait être le cas en 1950, clairement. Oh, puis même en 2000. Même des années 90, là, quand moi j'avais 14-15 ans, que j'ai commencé à être porteur, parce qu'il y avait encore majorité de cercueils. À l'époque, j'étais au secondaire, puis si je voulais porter le samedi, il fallait que quelqu'un décède le jeudi ou le mercredi, parce que sinon, il n'y avait pas de funérailles le samedi. Aujourd'hui, on fait des funérailles le samedi, puis des fois, ça fait 2-3 semaines, un mois que la personne est décédée, parce qu'ils veulent absolument un samedi. Et là, selon les disponibilités du prêtre, des salles, de tout ça, puis on est rendu à la famille. Souvent, la famille, elle vient de l'extérieur, les enfants ne sont plus nécessairement là. Il y a toute une dynamique de gestion. C'est ça, c'est que maintenant, je parlais des Autochtones, qu'eux prennent le temps de s'arrêter, de se poser et de prendre un temps de pause pour un deuil, chose que les Allochtones, on voit de moins en moins. C'est faut caser les funérailles dans notre horaire plutôt que nous arrêter notre horaire parce qu'on a des funérailles. C'est ça. Ça, c'est ce qu'on voit beaucoup. Fait que, moi, je dirais que ce qu'il y aurait à souhaiter, c'est que les gens, le public, prennent conscience de ce qu'on est, qu'on est là pour les aider et qu'ils reconnaissent notre métier. Puis on s'entend, ce qui est difficile, c'est que dans tous les domaines, peu importe, que ce soit dans le domaine médical, peu importe le métier, tu en as toujours une minorité qui font passer tout le monde pour tout croche. Puis malheureusement, notre métier, parce qu'il a été justement très peu médiatisé dans l'histoire, c'était facile de partir des histoires, des légendes urbaines, des cancans. Puis il y en a eu des vrais tout croches, là, comme on a vu aux États-Unis. Puis il y a même une série présentement sur Crave, je pense, qui parle d'un salon funéraire en Californie des années 70-80 qui faisait des choses abominables. Mais ça s'est passé pour vrai. Les gens, ils entendent ça après ça. Ils vont penser ça de tous les salons funéraires. Fait que c'est toujours d'avoir c'est pas la majorité, mais quand il y a des familles qui arrivent et qui ont ça dans la tête, là, faut qu'on marche à contre-courant juste pour qu'ils aient confiance en nous avant d'être capable de dire on est là pour vous aider. En même temps, j'ai goût de te dire que ta proximité qu'on parlait au début, puis ce côté-là où on a l'air d'avoir moins de filtres entre nous puis les familles. Évidemment, comme tu le disais, il y a toujours un décorum en place. Oui. Mais il y a quand même peut-être certaines barrières qu'on peut abolir pour ramener un peu cette proximité-là, cette empathie-là, encore plus de proximité où, au final, les gens ne nous considèrent pas peut-être comme, disons, je dirais pas une personne mécanique, mais comme quelqu'un qui fait partie de quelque chose qui est plus fermé, qui est plus clair. Puis, veut pas en région, c'est toujours plus simple à pouvoir le faire. Ouais. Parce que, chez nous, on est une douzaine d'employés. C'est sûr que quand on rentre dans des très grandes entreprises qui sont plusieurs centaines, essayer de faire virer un bateau ou de se permettre de faire ça, il touche tellement de monde que c'est plus facile de froisser quelqu'un parce que tu es en jeans. Tandis que quand c'est plus petit, plus local, tout s'explique. Puis quand quelqu'un fait comme « Ah, je suis pas sûr », puis qu'on explique le pourquoi, ça passe bien. Là. Mais c'est ça. C'est que c'est pas tout le monde qui a cette ouverture-là. Louis-Simon, merci. Ça me fait plaisir. Ça a été un plaisir à travers cette série-là de balados de pouvoir échanger avec toi, de pouvoir voir, un autre côté aussi, un côté encore plus coloré, extrêmement différent. Merci vraiment pour cette... Ça me fait plaisir. J'aime toujours ça parler de mon domaine. Merci à tous d'avoir été là pour cette deuxième série. On aura peut-être la chance de se retrouver dans une troisième série.